on attend un petit peu parce qu'en fait, cette conférence, qui était préparée par un certain, pas un russe, on m'a dit Anton Tchekhov. Bon, d'ailleurs, il a écrit quelques petites choses qui vont être restées, mais en tout cas, donc, c'est Anton Tchekhov qui a préparé cette conférence, mais j'ignore tout du conférencier, et pour l'instant, on va l'attendre. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai une oreillette, hein, c'est pour la télévision, oui. Il est arrivé. Oui. Comment il s'appelle déjà? Ivan Ivanovitch. Comment? Newkin. D'accord, bon, bah, écoutez, très bien. Mesdames et messieurs, donc le conférencier est arrivé et je pense que nous pouvons accueillir Monsieur Ivan Ivanovitch Newkin. Quand même un dernier détail pour votre confort personnel à la fin du spectacle. N'oubliez pas de rallumer vos portables. Merci beaucoup. Voilà. Excusez-moi, pouvez-vous me dire l'heure exacte, je vous prie? Il est 16h. Ah oui, c'est bien cela, c'est l'heure.
nous pouvons commencer. Mesdames, et en quelque sorte messieurs, il a été demandé à ma femme que je fasse ici une conférence de bienfaisance sur un sujet quelconque. Pourquoi ne pas la faire? S'il faut faire une conférence, faisons une conférence. Cela n'est absolument égal. Je ne suis assurément pas professeur, et je suis démuni de tout titre scientifique. Néanmoins, voilà déjà 30 années que, sans discontinuer, on peut même dire au détriment de ma santé et autre chose pareille, je travaille sur des questions strictement scientifiques. Mais oui, si vous voulez, peut-être pas tout à fait scientifiques, mais qui, passez-moi l'expression, en ont l'air. J'ai écrit, entre autres, ces jours-ci, un article considérable sous le titre « De la malfaisance de quelques insectes ». Cet article a beaucoup plu à mes filles, surtout celui qui avait rapport aux punaises. Mais moi, après l'avoir lu, je l'ai déchiré. Quoique j'ai pu écrire, en effet, on ne se passera pourtant pas, pour les insectes grimpants, de poudre de pyrètre. Pour vous donner un exemple, il y a chez nous des punaises juste dans le canot à queue. Et pour ce qui est des insectes volants, de l'ordre des mucidés, dont le plus digne représentant est la mouche, ou celui des hyménoptères, comme la guêpe, le frelon ou le bourdon, je ne saurais trop vous recommander cet instrument qui fit ses preuves au cours du temps, la tapette. Mais venons-en à présent, si vous le voulez bien, à notre conférence d'aujourd'hui. J'ai choisi comme sujet, si l'on peut dire, le dommage qu'apporte à l'humanité l'usage du tabac. Moi, je dois vous dire, je fume. Mais ma femme m'a ordonné de parler aujourd'hui des méfaits du tabac. Il n'y a donc qu'à s'incliner. S'il faut parler du tabac, bon, parlons du tabac, cela m'est complètement égal. Je vous engage, mesdames et messieurs, à écouter ma conférence avec tout le sérieux voulu pour éviter tout désagrément. Ce qu'elle serait une conférence sérieuse, scientifique, peuvent ne pas écouter ou bien sortir. Je demande surtout l'attention de messieurs les docteurs, ici présents. Ils pourront trouver dans ma conférence nombre de renseignements utiles parce que le tabac, en dehors de ses effets nuisibles, est employé en médecine. Si, par exemple, on met une mouche dans une tabatière,
Elle crève. Apparemment, par détraquement nerveux. Le tabac est, à proprement parler, une plante. Voilà, je vous la présente. Mais n'y faites pas attention, c'est un effet de l'émotion. Alors, je suis de façon générale un homme très nerveux. Et mon œil a commencé à cligner en 1889, le 13 septembre. Le jour même, en quelque sorte, de la naissance au monde, de la venue au monde de ma 4e fille, Barbe. Toutes mes filles sont nées un 13. Mais du reste, étant donné le peu de temps dont nous disposons, ne nous écartons pas du sujet de notre conférence. Je dois vous dire que ma femme tient une école de musique. Au fait, vous ne connaissez pas ma femme? Non. Vous ne connaissez pas ma femme? Non, bien sûr, vous ne connaissez pas ma femme. Attendez, j'ai toujours son portrait dans ma serviette. Oh, elle exige que j'ai toujours un portrait d'elle sur moi. Ma femme, hein? Ma femme. Elle est charmante. Oui. Elle ne connaissait pas. Oui, je disais donc que ma femme tenait une école de musique et aussi une pension particulière. Ou peut-être pas exactement une pension, mais quelque chose d'approchant. Entre nous soit dit, ma femme aime à crier misère. Mais elle a mis quelque argent de côté. Une quarantaine ou même une 50aine de 1000 roubles. Moi, personnellement, je n'ai pas un copec, pas un sous-vaillant. Laissons cela. Dans la pension de ma femme, je suis préposé à l'économat. Je fais les provisions, je surveille le personnel, j'inscris les dépenses, je fabrique les cahiers, je détruis les punaises, je promène le petit chien de ma femme et j'attrape les rats. Hier, je devais remettre
de la farine et du beurre, parce qu'on avait décidé de faire des crêpes. Eh bien, figurez-vous, aujourd'hui, quand les crêpes ont été prêtes, ma femme est venue annoncer à la cuisine que 3 pensionnaires ayant mal à la gorge n'en mangeraient pas. Il se trouvait donc qu'il avait été préparé quelques crêpes de trop. Que pouvait-on faire? Ma femme ordonna d'abord de les mettre à la cave. Puis, après avoir réfléchi longuement, elle me dit « Mange ces crêpes, toi, épouvantail à moineau !» Quand elle n'est pas de bonne humeur, ma femme m'appelle épouvantail à moineau, ou aspic, ou Satan. En quoi suis-je Satan? Je vous le demande. Bref, elle est toujours de mauvaise humeur. Et ces crêpes, je ne les ai pas mangées, mais avalées. Tant je suis toujours affamé. Toujours affamé. Hier, par exemple, ma femme ne m'a pas donné à dîner. Toi, épouvantail à moineau, m'a-t-elle dit, il ne vaut pas la peine de te nourrir. Je l'écoute toujours. J'opine machinalement. Sans doute, parce que je n'avais pas dormi de la nuit. Je m'endors dès que je me couche, mais très vite je me réveille avec la sensation de n'avoir pas dormi du tout. Des pensées bizarres, oiseuses, s'emparent de moi. Dans la nuit, à la lumière de la chandelle, je regarde souvent ma femme, dont le sommeil est de plomb, et je m'étonne comme un enfant. Je me demande, complètement abasourdi, se peut-il que cette femme, obèse, maladroite, qui porte sur le visage une expression obtuse faite de soucis mesquins et de crainte du lendemain, se peut-il qu'il ne sait parler que dépenses et ne sourire qu'au bon marché, se peut-il que cette femme-là ait été jadis cette jeune fille, belle et mince, et si mince, et que j'ai passionnément aimé pour son bel esprit clair, pour son âme pure et pour sa beauté. Se peut-il que ce soit elle, ma femme, la mère de mes filles? J'examine attentivement le visage de la masse informe qui gît à mes côtés. Et j'y cherche désespérément l'élu de mon cœur. Mais elle n'a gardé du passé que sa façon d'appeler mes appointements, nos appointements, mon chapeau, notre chapeau. Je souffre à la regarder. Et pour me consoler, ne fût-ce qu'un peu, je la laisse dire ce qui lui plaît. Et même je me tais lorsqu'elle porte des jugements injustes sur des personnes ou sur moi-même, ou lorsqu'elle m'appelle épouvantail à moineau, ou lorsqu'elle me lance irrité. Tais-toi à la fin, qu'est-ce que tu fais là, assis comme un crapaud à empoisonner l'air de ton haleine? Assez! Depuis quelque temps, elle s'est entichée d'un jeune professeur de dessin et de musique, un certain Naker, qu'elle reçoit à notre table. Durant tout le repas, sans discontinuer, celui-ci raconte d'une voix douce, égale, d'un ton uni, livresque, des nouvelles, à son avis pleines d'intérêt et de piquant, qu'il a lues dans des romans ou des revues. Quelquefois, Naker et ma femme se mettent à parler de fugues et de contrepoints, de Bach et de Brahms. Naker est insatiable dans le domaine de la technique musicale. Dans mon humeur actuelle, il lui suffit de 5 minutes, 5 petites minutes pour m'assommer, autant que si je le voyais, l'entendais depuis l'éternité. Je déteste ce malheureux autant que ma femme l'encense. Sa voix douce, chaude, son parler livresque, me font languir. Ses récits m'abrutissent. Oh, il a pour moi les meilleurs sentiments, je vous l'accorde, et ne me parle que pour me faire plaisir.
pour m'honorer, comme me dit ma femme. Et moi, en échange, je le regarde fixement dans les yeux, en pensant inoptisé. Et je lui dis, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ah, mais il n'obéit pas à la suggestion, et reste. Ce Naquère qu'à présent je méprise et je hais déjà de chez moi presque chaque jour. Avant, je supportais sa présence sans rien dire, pour ne pas contrarier ma femme. Mais maintenant, je lance à son adresse des pointes cruelles. Cédant à la méchanceté, je dis souvent, et sans savoir pourquoi, de pures bêtises. Il m'est arrivé ainsi un jour de regarder longuement Naquère avec mépris, puis de lâcher sans rime ni raison. Parfois les aigles volent plus bas que la volaille, mais jamais poule ne sera montée plus haut que l'aigle. Et ce qui me contrarie le plus, c'est que la poule Naquère se montre nettement plus intelligente que l'aigle pitoyable, déplumé et déprimé que je suis. Sachant que ma femme et mes filles sont de son côté, il observe la tactique suivante. Il répond à mes pointes par un silence indulgent. Oh, il déménage le vieux, semble-t-il dire. À quoi bon lui répondre? Ou bien, il me raille avec bonhomie. Je suis capable de rêver, pendant tout le repas, qu'on découvrira un jour que Naquère est un aventurier, que ma femme et mes filles comprendront leur erreur, et ce sera à mon tour de les taquiner. Faire des rêves aussi absurdes quand on a déjà un pied dans la tombe. Un jour, après son départ, ne pouvant plus me contenir, sentant mon sang refluer au cerveau, ma vue se brouiller, je bondis et me prenant la tête entre les mains, en trépignant, je me mis à crier d'une voix méconnaissable, « Assez, assez, je ne veux plus le voir !» Je dus avoir un visage effrayant, une voix étrange, car ma femme a pâli aussitôt. Puis, reprenant ses esprits, me dit d'un air dédaigneux, « Pauvre bête, que Naquère est un homme de grande qualité, un spécimen rare, et toi, tu n'es qu'un immonde cafard. » Honteux et tout tremblant, je ne sus que répondre et me précipiter dans ma chambre, cacher ma tête sous l'oreiller, fermer les yeux et j'attendis. Attendis, en sanglotant. Le lendemain, elle m'annonça, triomphante, que désormais Naquère dormirait sous notre toit, quand bon lui semblerait, et qu'elle mettrait notre chambre d'amis à sa disposition. J'acquiesçai de la tête, sans oser prononcer une seule parole. Désormais, il prit l'habitude de coucher chez nous au moins 3 fois par semaine, les mercredis, vendredis et samedis. Ces nuits-là, ma femme reste une bonne partie de la nuit avec lui, à discuter de choses que je ne pouvais comprendre, me le disait-elle. Elle ne vient se coucher qu'au petit matin, visiblement heureuse, et dans une forme exceptionnelle. Quant à moi, je ne m'endors pas avant minuit passé. Et soudain, je me réveille en sursaut. Je saute au bas de mon lit avec l'impression que je vais mourir subitement, là, tout de suite. Pourquoi cette impression? Je ne relève aucune sensation physique indiquant une fin prochaine. Mais ces nuits-là, la terreur oppresse mon âme comme si j'avais soudain aperçu une embarcation immense, sinistre,
dans le ciel. À ce moment-là, je me hâte d'allumer, bois de l'eau à même la carafe et me précipite vers la fenêtre ouverte. Le calme est absolu. Rien ne bouge. Il me semble pourtant que tout me regarde et écoute comment je vais mourir. Alors la peur me gagne. Je ferme la fenêtre et cours à mon lit. Je me tâte le poulet, ne le trouvant pas au poignet, je le cherche au tombe, puis sous le menton, de nouveau au poignet, et tout cela est froid, gluant de sueur. Ma respiration se précipite, mon corps tremble, toutes mes entrailles se convulsent. J'ai l'impression que mon visage et mon crâne s'enveloppent sous une toile d'araignée. Que faire alors? Appeler ma femme? Non, c'est inutile. Elle est encore avec Naker. Je me cache la tête sous l'oreiller, ferme les yeux. Et j'attends. J'ai froid dans le dos. Il me semble qu'il se recroqueville à l'intérieur. Je suis convaincu que la mort va me prendre par derrière, sans bruit. Qui? Qui? Un cri perçant retentit soudain dans le silence de la nuit, et je ne sais où il résonne, dans ma tête ou dans la rue. Qui? Qui? Mon Dieu, que c'est effrayant. Je reboirai bien de l'eau, mais j'ai peur d'ouvrir les yeux et de lever la tête. Mon épouvante est irraisonnée, animale, et je ne puis comprendre d'où elle vient. Et cela se produit tous les mercredis, vendredis et samedis. Au-dessus du plafond, quelqu'un gémit, ou bien rit, je ne sais. Je prête l'oreille. Cela vient de la chambre de Naker. Je prête encore un peu plus l'oreille. Je reconnais les voix et les rires feutrés de ma femme. Peu après, des pas se font entendre dans l'escalier. Quelqu'un descend doucement, puis s'arrête à la porte de ma chambre, semble hésiter, puis entre. Je desserre hardiment les paupières et j'aperçois ma femme, la blouse à demi ouverte sur son énorme poitrine, les pieds se prenant dans les pentes de sa robe de chambre. Elle se couche pesamment près de moi. Je ronfle fortement pour qu'elle pense que je dors à point fermé. Dans une petite heure, le vieux coq des frères Petrovna chantera et le soleil se lèvera. Quoi qu'il en soit, nous bavardons, nous nous écartons que du sujet. En fait, voyez-vous, plutôt que des méfaits du tabac, j'aurais pu vous parler ce soir, par exemple, du théâtre moderne. Sans doute, certains d'entre vous aiment le théâtre et s'y rendent quelquefois, n'est-ce pas, monsieur? Moi-même, dans ma jeunesse, j'allais souvent au théâtre. Mais maintenant, c'est ma femme qui s'y rend. Elle a pris une loge à l'année. Avec Naker, évidemment. Mais il lui arrive de m'y emmener, prendre l'air, comme elle dit. Bien sûr, c'est insuffisant pour moi. C'est insuffisant pour que je puisse porter un jugement impartial sur le théâtre moderne. Je voudrais néanmoins vous en dire deux mots. À mon avis, il n'est pas meilleur qu'il n'était il y a 30 ou 40 ans, comme autrefois. Ni dans les couloirs, ni au foyer, je ne puis trouver un théâtre. Comme autrefois, les ouvreurs me pénalisent de 20 kopecks pour ma pelisse, bien qu'il n'y ait rien de répréhensible à porter l'hiver un vêtement chaud. Comme autrefois, aux entr'actes, on nous fait, sans aucune nécessité, entendre de la musique. Une musique inepte, ajoutant à l'impression posée par la pièce une impression nouvelle,
superfétatoire. Comme autrefois, on dira que les hommes vont boire des alcools au buffet. Si je n'aperçois pas de progrès dans les petites choses, en vain en chercherai-je dans les grandes. Quand un acteur, empêtré de la tête aux pieds dans les traditions et les préjugés, s'efforce de dire un monologue simple, mais aussi simple que celui d'Hamlet, par exemple, non pas avec simplicité, mais avec des sifflements dans la voix et des convulsions dans tout le corps, ou quand il veut me convaincre que le malheur d'avoir trop d'esprit n'est pas une pièce ennuyeuse, je retrouve sur la scène cette même routine qui m'assommait déjà il y a 40 ans, quand on se régalait de pièces classiques où l'on hurlait et se frappait la poitrine. Et chaque fois, j'en ressors plus conservateur que quand j'étais entré. À mon avis, si une pièce est bonne, point n'est besoin, pour qu'elle fasse l'impression voulue, d'importuner les acteurs. On peut se borner à la lire. Si elle est mauvaise, aucun jeu ne la rendra bonne. Ma femme est d'un tout autre avis. Elle m'assure que le théâtre, même actuellement, l'emporte sur les livres. Et surtout le reste, c'est que l'important n'est pas la pièce, mais l'acteur. Et c'est pas sans raison qu'un acteur de moyenne importance jouit dans le pays d'une bien plus grande notoriété que le plus grand savant et le plus grand artiste. Elle finit par ajouter qu'elle perd son temps à discuter avec moi, qui ne suis qu'une bête. Une bête qui appartient au troupeau de sauvages, comme les appelle Knacker, au troupeau de sauvages, insensibles à l'art et au talent des comédiens. Elle a sans doute raison. Comme toujours, je ne suis qu'une bête. Mais revenons une fois encore au sujet de notre conférence. Les méfaits du tabac. Et continuons. Oui, continuons. Continuons, bien que, naturellement, j'en suis persuadé, vous entendriez plus volontiers une romance, ou une symphonie quelconque, ou un air d'opéra. Oh
pensée du compositeur doit faire 20 choses à la fois. Il lit la partition, il agite sa baguette, il suit le chanteur, il fait signe au corps, au tambour. Et moi-même, quand je fais mon cours, j'ai devant moi 50 têtes différentes, des 100 yeux braqués sur moi. Mon but est de l'emporter sur cette hydre à tête multiple. Si je conserve à chaque instant une idée nette de son degré d'attention et de la force de son entendement, elle est en mon pouvoir. Par parenthèse, j'ai oublié de vous dire que dans l'école de musique de ma femme, si je suis chargé de tous les petits détails domestiques, je donne aussi des cours. Et j'enseigne les mathématiques, la physique, la chimie, la géographie, le chant, le solfège, l'histoire, la littérature, etc., etc. Pour les danses et le dessin, ma femme me prélève des suppléments, bien que ce soit également moi qui les enseigne. Notre école de musique se trouve ruelle des 5 Chiens, au numéro 13. La raison de mes malchances est sans doute que nous habitons au numéro 13. Mes filles, vous le savez, sont nées un 13. Et notre maison a 13 fenêtres. Mais laissons cela. Pour tout renseignement, on peut toujours trouver ma femme à la maison. Et le programme à l'école, et si vous désirez le savoir, est en vente chez le portier au prix de 30 kopecks. 30 kopecks. 30 kopecks. Personne n'en veut? 30 kopecks. Non? 20 kopecks. Oh, c'est bien 20 kopecks. 10 kopecks. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Écoutez, ma femme n'est pas arrivée. Je vous les donne gratuitement. Et oui, la maison porte le numéro 13. Rien ne me réussit. J'ai vieilli. Je suis devenu bête. Ainsi, je fais une conférence. J'ai l'air gai, hein, et je voudrais pourtant crier de désespoir, et m'envoler au diable au vert, et n'avoir personne à qui conter mes peines. Cela me donne envie de pleurer. Vous me direz, eh bien, et vos filles? Les filles, quand je me plains, ne font que rire. Que rire. Que rire! Ma femme a 7 filles.
Pardon, si, il me semble. 7. L'aînée, Anna, a 27 ans. Et la dernière, Lisa, 17 ans. Elle est très jolie, Lisa. Elle ressemble à ma femme quand elle était jeune. Enfant, elle aimait beaucoup les glaces. Et m'arrivait souvent de la mener à la pâtisserie. Ah, la glace était pour elle le critère du beau. Si elle voulait me faire un compliment, elle disait « Tu es à la crème ». Un de ses doigts s'appelait pistache, l'autre crème, l'autre framboise, etc. D'habitude, quand elle venait me dire bonsoir ou bonjour le matin, je la faisais asseoir sur mes genoux et tout en baisant ses doigts, je disais à la crème, à la pistache, au citron. Ah, maintenant encore, par une vieille habitude, je baise les doigts de Lisa et marmonne à la pistache, à la crème, au citron. Mais ce n'est plus du tout ça. Ah non. Elle est froide comme une glace. Elle me lance de l'air outré. Père, je t'en prie, tu es ridicule. De plus en plus, je me rends compte qu'elle se moque de moi. C'était d'abord insidieusement, dans mon jeu. Puis au fil des jours, de plus en plus ouvertement. Et je me sens humilié et honteux. Oh, c'est tout juste si elle ne m'appelle pas comme ma femme, épouvantail à moineau. Messieurs, je suis un malheureux. Je suis devenu bête, nul, mais dans le fond, vous avez devant vous le plus heureux des pères. Dans le fond, il doit en être ainsi, et je ne peux parler autrement, si seulement vous saviez. Il y a 33 ans que je vis avec ma femme, et je peux dire que ce furent les meilleures années de ma vie, ou tout au moins ça aurait pu être les meilleures. Bref, à proprement parler, elles ont passé comme un instant heureux. Que le diable les emporte tout à fait. Et il me semble du reste que ma femme n'est pas encore arrivée. Elle est des méconnaissables, hein. Ça ne va plus rentrer. Pas encore ici. Et on peut dire tout ce qu'on veut. J'ai une peur affreuse. Une peur affreuse quand elle me regarde. Eh bien donc, voici ce que je dis. Si mes filles mettent si longtemps à se marier, c'est qu'elles sont timides et que les messieurs ne les voient pas. Ma femme ne veut pas donner de soi. Elle n'invite personne à dîner. C'est une dame très méchante, très avare, acariâtre. Et c'est pour cela que personne ne vient chez nous. Mais je peux me confier en secret. Les jours de grande fête, on peut voir les filles de ma femme chez leur tante, Natalia Semyonovna. Vous connaissez Natalia Semyonovna? Cette dame qui souffre de rhumatisme et qui a une robe jaune parsemée de taches noires, comme qui dirait des cafards. Chez elle, on sert même des hors d'œuvre. Et quand ma femme n'y est pas, on peut s'y faire un peu. Il faut vous dire que le moindre verre me grise. Alors
On se sent le cœur si chaud. Et en même temps, on est si triste que je ne peux pas vous l'exprimer. On se rappelle, on ne sait pourquoi, ces jeunes années, et on veut s'enfuir, on ne sait où. Oh. Ah, si vous saviez comment on le pleurer. Fuir, tout quitter, sans regarder en arrière. Fuir, n'importe où. Pourvu que l'on quitte cette vie de rien, cette vie banale, cette vie médiocre qui a fait de moi un pitoyable sot, un vieux pitoyable idiot. Fuir cette mesquine, méchante avare qui me martyrise depuis 33 ans. Parfaitement 33 ans. Fuir la musique, la cuisine, l'argent de ma femme, toutes ces niaiseries, toutes ces platitudes, et s'arrêter dans un champ quelque part, loin, bien loin. Être sous le ciel immense, comme un arbre, comme une perche, comme un épouvantail à moineau. Et voir toute la nuit prier au-dessus de soi la lune tranquille et claire. Et oublier. Comme je voudrais ne me souvenir de rien. Comme je voudrais arracher ce banal, vieux et mesquin petit habit dans lequel j'ai été marié il y a plus de 30 ans, dans lequel je fais continuellement des conférences de bienfaisance. Voilà pour toi, voilà pour toi, voilà pour toi, pour toi. Je suis vieux, je suis pauvre, je suis pitoyable comme ce gilet avec son dos luisant. Je n'ai besoin de rien. Je suis au-dessus de cela, et plus propre que tout cela. Ah, jadis, j'étais jeune, intelligent. J'étais à l'université, je rêvais, je me croyais un homme. Maintenant, il ne me faut que le repos. Rien que le repos. Que le ciel soit couvert ou que la lune et les étoiles brillent. Chaque fois que je rentre chez moi, je le regarde et pense bientôt que la mort me prendra. Et sans qu'à ce moment-là, mes pensées devraient être profondes comme le ciel, claires, frappantes. Mais non, je pense à moi-même, à ma femme, à mes filles, aux gens en général. J'ai des pensées mauvaises, mesquines. Je triche avec moi-même. Et alors ma conception du monde pourrait s'exprimer par la phrase que l'illustre Arakcheev écrivit dans une lettre intime. Le bien ne peut exister dans le monde sans le mal, et il y a toujours plus de mal que de bien. Autrement dit, tout est sordide. Il n'y a pas de raison de vivre. Et les nombreuses années que j'ai vécues doivent être considérées comme perdues. Me surprendre à de semblables pensées et essayer de me persuader qu'elles sont accidentelles, temporaires, superficielles. Arrivé chez moi, la conscience malade, triste, paresseuse, remuant à peine les membres, comme si on avait attaché un poids de 10 quintaux, je me couche et ne tarde pas à m'endormir. Et puis c'est l'insomnie, la terrible, la cruelle insomnie. Oh. Ah, je l'aspire pour vous. Il faut que j'en
vous avoue une chose. En venant ici pour faire cette conférence, je suis passé devant la boutique de Vieux Smirnov. Vous savez, la boutique d'armes et d'articles de chasse à 50 mètres sur le même trottoir. Je suis entré sans réfléchir, comme un automate. Et je me suis entendu demander à Smirnov 1 ou 2 pistolets. Il m'a regardé un peu surpris, avec ses gros yeux ronds, et j'ai ajouté alors que c'était pour un duel d'honneur. Il m'a sorti alors, de derrière son comptoir, plusieurs pistolets, des pistolets magnifiques. Je le priais aussitôt de bien vouloir me montrer comment il fallait tirer, n'ayant jamais tenu une arme de ma vie. Voyez-vous, me dit-il, il existe plusieurs sortes de pistolets. Vous avez là des pistolets du système Smith et Watson, à triple action, avec extracteur et percussion centrale. La paire vaut au moins 90 roubles. Mais pour un duel, je vous conseille des pistolets spéciaux à capsule de Mortimer, comme ceci. Il faut tenir le pistolet ainsi. Vous visez de cette façon-là, la tête un peu en arrière. Étendez le bras comme il faut. Puis de ce doigt, vous appuyez sur cette machine. Et c'est tout. Seulement, la règle principale est de ne pas s'agiter, ni de se presser à viser. Il faut que la main ne tremble pas. Non, je vous assure, je n'ai pas peur. Hein. Ma main ne tremblera pas. Car, voyez-vous, je suis un homme calme et réfléchi. Non, je suis fou, je suis un imbécile, un poire, une chiffre molle. Comme je suis furieux après moi. Toute ma vie, j'ai été stupide. J'étais sucré comme du miel, doux comme du lait d'amande. J'aimais les talons, j'aimais, je souffrais, je soupirais sous la lune. Je me liquéfiais, je fondais, je devenais glacé, j'aimais passionnément, avec rage, de toutes les manières. Oh, que le diable m'emporte. Ah, ma femme a bien raison. Je ne ferai jamais rien de bon dans ma vie. Je n'aurai jamais le courage de prendre une décision ferme et de m'y tenir. Ma femme. Je l'ai aimée passionnément, de toute mon âme, je vous l'assure, comme seulement peut aimer un homme jeune et sérieux. Je lui ai donné toute ma jeunesse, mon bonheur, ma vie, ma fortune. Je ne vivais que pour elle. Je l'adorais comme fait un païen. Avec quel délice je planterai aujourd'hui une balle dans son front. Je la tuerai comme un poussin. Elle et cet immonde Nacker. Je ne suis pas un gamin, un blanc-bec sentimental. J'ai le courage de prendre une décision ferme et de m'y tenir. Mais ma femme est dans les coulisses. Elle est arrivée et m'attend là-bas. L'heure est déjà passée. Si elle vous demande, dites-lui, si dites-lui, je vous en supplie, dites-lui que la conférence a eu lieu, que l'épouvantail à moineau, c'est-à-dire moi, s'est comporté convenablement. Elle regarde
ici. Étant donné que le tabac renferme l'horrible poison dont je viens de vous parler, il ne faut fumer en aucun cas. Et je me permettrai en quelque façon d'espérer que ma conférence sur les méfaits du tabac aura quelque utilité. J'ai dit, dixit en animam lunati. J'ai dit, et j'ai soulagé mon âme. Je vous remercie.